Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce millième jour de Cannes. Ravi de vous voir et surtout bonjour Boris. Bonjour. Bonjour. Je vous propose Boris, avant en fait, on va parler évidemment revenir sur l'ensemble de votre carrière. L'idée de commencer un petit peu sur vos premiers films, vos premiers pas, de parler aussi beaucoup de l'histoire de Souleymane et aussi de venir, comme le disait Émilie, aussi de votre travail de producteur et de formateur en cinéma, notamment en Centrafrique. Euh, Commençons par le début, j'ai envie de dire. Au début, vous travaillez en philosophie. Vous êtes enseignant en philosophie. C'est bien ça? Oui, moi, je j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'études de cinéma. Moi, je faisais de la philosophie, donc j'ai fini une thèse de philosophie au siècle dernier. Peut-être dans ce siècle-là, au tournant du siècle, on va dire. Euh, et quand j'ai fini ma thèse de philosophie, j'enseignais à l'université en même temps. Et quand j'ai fini ma thèse, je me suis dit, mais en fait, je suis pas très heureux dans cette vie-là. Et donc, j'ai tout envoyé promener, j'ai démissionné de tout. Et là, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes parti au Vietnam à ce moment-là. C'est dans le même mouvement, j'ai envie de dire. Alors, j'avais vécu au Vietnam et en fait, le Vietnam a un peu changé ma vie. Je suis très content qu'il y ait des Vietnamiennes aujourd'hui pour cette raison. Le Vietnam a un peu changé ma vie. J'avais pris une année off dans mon parcours académique où j'étais parti au Vietnam pour enseigner la philosophie. Et quand j'ai quitté l'université, donc quitté cette carrière académique, ma première idée quand je me suis dit que j'avais envie de faire des films, la première idée que j'ai eue, ça a été de retourner au Vietnam et de me reconnecter avec cette réalité vietnamienne qui m'avait tellement touché. Je pense que c'est important par rapport au film que j'ai fait plus tard. Pour moi, le cinéma, ça a toujours voulu dire sortir de chez moi, sortir des bibliothèques, des livres et plonger dans le monde réel. Et partir loin, de préférence, pour vivre des choses qui me sortent de moi-même. Mais alors, justement, parce que dites vous vous ennuyez dans cette vie que vous aviez en tant qu'enseignant, mais le cinéma, comment le cinéma est venu, comment on s'est dit, tiens, c'est ça qui va m'attirer, comment en fait on passe d'enseignant à cinéaste, quelle a été cette logique de se dire, tiens, c'est le cinéma qui m'appelle en fait. Et le documentaire d'ailleurs pour commencer. Il y avait plusieurs personnes autour de moi qui faisaient du documentaire. Mon ex-femme a commencé à faire des documentaires. J'avais plusieurs amis qui faisaient du documentaire. Et il faut dire que ces années-là, c'est à la fin des années 90, début des années 2000, étaient des années très favorables au documentaire, en France en particulier. Ça correspond au début de la chaîne Arte. C'est un moment où, grâce à la chaîne Arte, il y avait beaucoup d'argent dans le documentaire et une énorme créativité. Cette génération de documentaristes français, dans les années 90, 2000, donc ceux qui faisaient des films un peu avant moi, ont eu plein de moyens pour expérimenter de faire du documentaire de manière très libre, de faire du cinéma documentaire. C'est-à-dire il y avait de l'argent à la télévision, mais pas pour faire comment dire, des programmes télé formatés, mais pour faire des vrais films de cinéma Pas documentaire. du reportage, vraiment du Pas du documentaire. reportage, mais du documentaire. Et donc, c'était assez excitant. Moi-même, je voyais beaucoup de films documentaires et ça m'a donné envie. Je me suis dit, ça a l'air beaucoup plus rigolo que de faire ce que je fais quand je suis à l'université philosophique et que je suis avec mes livres, en train de lire des livres de phénoménologie et d'enseigner à mes étudiants. Et alors, qu'est-ce que ça vous a appris? C'est parce que vous avez fait il y a deux films notamment, le court-métrage, le moyen-métrage, Ce qui reste, puis Les âmes errantes aussi. Qu'est-ce que ça vous a appris, ces deux films-là, ces passages au documentaire, la caméra? Qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que ça vous a enseigné, ces deux premières œuvres notamment? Je pense que quand on commence le cinéma avec le documentaire, et surtout quand on commence dans ce genre de documentaire, c'est-à-dire Euh, pour moi, faire du documentaire, ça veut dire prendre une caméra, filmer moi-même. Je filmais moi-même dans mes documentaires. Ça donne un rapport extrêmement concret au film qu'on veut faire. C'est-à-dire que ça passe pas par la tête. Et dans mon cas, c'était une bonne chose que ça passe pas trop par la tête. On est dans une situation avec sa caméra et on se demande dans cette situation qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, quelle est la bonne place dans la salle où se mettre pour filmer, quelle est la bonne valeur de plan pour filmer, euh, qu'est-ce que je suscite
comment j'influe sur le réel pour que le réel devienne celui que j'ai envie de filmer. Mais tout ça est très concret en fait. C'est plein de questions de cinéma, mais qui se posent de manière pratique et surtout de manière très humaine dans le rapport avec les gens avec qui on a affaire. Et comment on trouve un sujet à ce moment-là? J'avais vécu au Vietnam et j'avais été très marqué par la culture vietnamienne et j'étais très marqué par quelque chose qui est que dans le Vietnam et encore plus dans le Vietnam de cette époque que dans le Vietnam d'aujourd'hui, la mémoire de la guerre, ce que les Vietnamiens appellent la guerre contre les Américains, ce que nous on appelle la guerre du Vietnam, la mémoire de cette guerre était encore très présente. Et dans beaucoup de familles vietnamiennes, il y avait un hôtel des ancêtres. Un hôtel, not a hotel, an altar. OK. Je n'écoute pas la traduction, mais OK. Oui, sinon c'était autre chose, quoi. Un hôtel des ancêtres, c'était une autre idée. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Et donc, j'ai décidé de faire, de rentrer comme ça dans ces histoires de ces Vietnamiens qui avaient perdu des parents à la guerre et qui ne pouvaient pas faire le deuil de ces morts parce que les corps n'avaient pas été retrouvés, que ces corps restaient abandonnés sur les champs de bataille et que ces mémoires continuaient à hanter les familles 20, 30 ans après. Voilà, je suis rentré comme ça. Je ne saurais pas généraliser sur comment on trouve un sujet. Ah, mais comment, en tout cas, comment vous trouvez, c'était ça aussi l'idée à ce Mais, moment-là? mais je suis rentré là-dedans et alors que j'avais déjà une connaissance, une relation avec le Vietnam assez riche, mais le fait de rentrer dans ce sujet m'a amené dans quelque chose de beaucoup plus profond dans mon rapport avec le Vietnam, parce que tout d'un coup, je rentrais dans ces familles, j'allumais de l'encens avec eux sur l'autel des ancêtres. Ça me donnait une place tout à fait particulière dans la mémoire de ces familles, dans ces familles. Et c'était un cheminement très intéressant. Mais bon, je veux pas qu'on reste trop longtemps sur ces premières expériences de cinéma. Je veux qu'on aille plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de commencer le cinéma par le documentaire, ce que ça m'a laissé, c'est deux choses. Et je dirais une profonde nostalgie du documentaire. C'est quand je travaille en fiction, j'ai toujours la nostalgie de ce que j'avais en documentaire. En documentaire, j'avais deux choses. La première chose, c'est quand vous filmez, vous faites du cinéma direct, vous prenez votre caméra, vous appuyez sur la touche REC et le monde est là. Quand vous êtes en fiction, vous avez à recréer beaucoup de choses. Il faut parfois recréer le décor, il faut parfois construire même, ou il faut réaménager le décor, il faut faire jouer les acteurs. Tout n'est pas donné comme ça. Et j'ai toujours cette nostalgie-là. Ça m'énerve d'avoir à diriger les acteurs. Je ne comprends pas pourquoi les acteurs ne sont pas déjà le personnage d'emblée. Et ça m'agace d'avoir à diriger les acteurs et à leur expliquer quel est leur personnage. Ils devraient être déjà ça. Et je sais que quand j'ai fait mon deuxième film de fiction, pardon si je saute dans le temps. Non, mais c'est votre masterclass en même temps, hein, donc tout va bien. Enfin, on l'a fait ensemble. Ah, c'est vrai, on l'a fait ensemble. Ouais. Mais quand j'ai fait mon deuxième film de fiction, Camille, qui est le seul film en fait que j'ai fait avec une actrice professionnelle, Nina Meurice, qui était vraiment remarquable, j'ai été assez infect avec elle. Parce que c'était insupportable pour moi qu'elle soit Nina Meurice, cette actrice, et qu'elle soit pas Camille Lepage, le personnage qu'elle était censée incarner. Et c'était très difficile pour moi d'accepter qu'elle soit une actrice devant faire ce cheminement d'aller vers le personnage et qu'elle soit pas d'emblée ce personnage. Voilà, on y reviendra peut-être plus tard d'une manière ou d'une autre. Mais on y va tout de suite en fait parce que justement on va parler de... Pardon, parce que j'avais dit qu'il y avait deux choses que je regrettais dans le d'accord. documentaire. Oui, oui. Donc Et la première chose que je regrette, c'est que le monde ne soit pas donné tout de suite. que ce soit pas déjà là. Et la deuxième chose que je regrette et qui me rend aussi insupportable dans la préparation de mes films, c'est que quand je travaillais en documentaire, je faisais mes films, on était toujours deux. Donc moi, j'avais la caméra et je travaillais avec un ingénieur du son vietnamien qui était en même temps, il était ingénieur du son, il était aussi assistant pour organiser tout, donc régisseur aussi. Il était aussi interprète parce que je parle un peu vietnamien, mais je comprenais pas tout, donc il me traduisait des choses.
Et donc, on faisait le film à deux. Et c'est super ça. Et donc, à chaque fois quand je travaille en fiction, j'ai toujours le sentiment que l'équipe est trop lourde, qu'on est trop nombreux, que les choses sont trop organisées, qu'il y a un plan de travail. Pourquoi est-ce qu'il y a un plan de travail? Pourquoi est-ce qu'on fait un intérieur le jour où il y a du soleil et que le jour où on a prévu d'aller tourner dans la rue, il fait un temps gris dégueulasse? Et voilà. Et je ne cesse de me battre depuis que je fais de la fiction pour essayer de retrouver à l'intérieur de la fiction quelque chose de ces deux choses-là très précieuses qu'on a dans le documentaire. Premièrement, il y a un monde qui existe, qui est vivant, qui est riche, où il y a plein de choses à regarder. Et deuxièmement, on est libre. Si on a envie de tourner, on tourne. Si on n'a pas envie de tourner, on ne tourne pas. On tourne quand il fait beau, on ne tourne pas quand il fait moche. Et on suit le feeling du moment. Voilà. Justement, parlons de ce passage à la fiction, parce qu'il y a deux mouvements qui viennent aussi là à peu près en même temps. C'est que vous quittez le Vietnam aussi et vous partez plutôt sur le continent africain, d'abord en République démocratique du Congo, si je dis pas de bêtises. Déjà, comment s'est opéré ce choix de changement de territoire? En fait, j'avais fait deux films et demi même au Vietnam, documentaires. Et j'ai l'impression de commencer à tourner en rond. J'ai l'impression que j'étais au Vietnam et je trouvais que tout était mieux avant, que les choses commençaient à devenir un peu trop. Je sais pas, j'ai l'impression que j'avais vécu toutes mes aventures vietnamiennes, je les ai vécues avant. Et je me suis dit, oh là là, Boris, tu es en train de devenir un vieux con. Changeons de décor. Et un de mes amis était parti s'installer au Congo. Donc j'ai dit, allez, allons au Congo. Et j'ai écrit deux projets de documentaires au Congo que j'ai jamais tournés, mais qui m'ont permis de faire des voyages incroyables au Congo, Congo RDC, Congo démocratique. Voilà, j'ai fait des voyages de repérage pour des films que j'ai jamais faits. Et ça a été, c'était pas la première fois que j'allais en Afrique, j'étais déjà allé au Sénégal, mais c'est la première fois où vraiment j'étais immergé aussi fort. J'étais en repérage, j'étais tout seul dans des régions reculées de ce qu'on appelle l'intérieur du Congo. Vraiment, c'était des voyages incroyables, mais j'ai pas fait les films. Il n'y a pas eu les documentaires, mais justement, ça a été ce moment de transition aussi vers pour le coup, la fiction. C'est à ce moment-là que vous passez vers la fiction. Comment c'est, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous regrettiez que la fiction, en fait, il y ait tout à recréer, tout à refaire. Vous êtes un peu un punk à ce niveau-là, hein. Vous regrettez que toutes les acteurs soient pas déjà là, que le plan de travail existe. Mais comment, en fait, vous avez décidé vous, dans votre mouvement, dans votre carrière, de se dire, bon, bah là, je me lance dans la fiction avec Hope. Ben, j'étais pas non plus tout à fait content de. Déjà, le problème du documentaire, on peut le dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc, si vous voulez être Wesh. pauvre, faites des documentaires. Euh, Non, mais c'est la vérité. Moi, j'ai passé sur mon long métrage documentaire, j'ai passé 3 ans sur ce film. J'ai gagné, je crois, 2 500 euros. L'économie n'est pas la bonne. Les calculs sont pas bons. Ouais, les calculs sont pas bons. Donc, il y avait ça. J'avais pas non plus envie de faire de changer le type de documentaire que je faisais pour m'adapter au marché ou pour m'adapter aux demandes de la télévision. Donc, et aussi, même faisant du documentaire, je sentais que ce qui m'intéressait, c'était déjà quand même de raconter des histoires et de développer des personnages. Donc, assez naturellement, j'étais attiré par la fiction. Et donc, j'ai écrit un. Oui, ça s'est passé comme ça. J'ai écrit un premier projet de fiction de ce qui est devenu Hope. Je l'ai déposé au CNC. Je suis parti au Congo pour les repérages d'un documentaire. Je suis allé dans la forêt pendant plusieurs semaines. Et quand je suis sorti, et vraiment, il n'y avait pas de réseau dans la forêt. Et quand je suis sorti de la forêt, j'avais un mail qui me disait que j'avais reçu une aide à l'écriture pour ce projet du CNC. Et voilà, j'ai dit, OK, ciao le documentaire, en avant pour la fiction. Et donc, Hope, premier long métrage, premier long métrage et notamment aussi premier long métrage sélectionné en festival, il arrive à la semaine de la critique, Thomas le mentionnait tout à l'heure. À ce moment-là, quand vous écrivez Hope, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter? Enfin, d'où elle est venue cette histoire-là? Est-ce que c'est justement des repérages que vous aviez faits ou c'est d'autres histoires qui vous ont été racontées? Parce qu'on est quand même proche aussi de la question du réel, là aussi. C'est de la fiction, mais on est proche du réel. Alors justement, c'est une question importante
ce que je raconte enfin, la manière dont j'ai travaillé pour Hope, la manière dont j'ai écrit le scénario, c'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par écrire un scénario chez moi en France, chez moi à Paris, alors en me documentant énormément, en lisant beaucoup, en lisant des livres, des récits de. Donc Hope raconte le voyage de Vous avez vu Hope ou pas? Je l'ai donné à voir, ou peut-être. Ok. Donc Hope raconte le voyage de 2 migrants africains vers l'Europe. Et pour écrire ça, j'avais lu beaucoup de livres de journalistes, de récits de migrants, d'articles divers racontant le quotidien de ces migrants sur la route. Et j'ai écrit le scénario à partir de ce matériau-là. Et ça m'a pris longtemps parce que c'était mon premier scénario, parce que j'ai mis très longtemps en fait à trouver le moteur dramatique de Hope. Pourquoi? Parce que en fait, le film raconte l'histoire de migrants qui veulent aller vers l'Europe. Donc, on pourrait dire en un sens, il y a déjà un moteur dramatique. C'est est-ce qu'ils vont arriver en Europe ou pas? Mais c'est pas le bon moteur dramatique. Parce que évidemment, ce moteur-là ne définit pas nos personnages. Tous les migrants qui sont sur la route veulent aller en Europe. Donc, le fait de vouloir aller en Europe et d'y arriver ou de ne pas y arriver ne fait pas une bonne trame de fiction. Et il m'a fallu très longtemps, 2-3 ans d'écriture, pour arriver à trouver qu'en fait, ce qui allait être l'histoire de ce film, ça n'allait pas être l'histoire d'un personnage, l'histoire du personnage principal qui est dans le scénario le personnage masculin, mais ça allait être l'histoire de ce couple et que la question allait pas être est-ce qu'ils vont arriver en Europe ou pas, mais est-ce que ce qui se noue entre eux va être suffisamment fort pour qu'ils restent ensemble ou pas. C'est-à-dire que est-ce que la question humaine que pose la relation entre cet homme et cette femme va être plus importante, plus forte que la simple question de savoir est-ce qu'ils arrivent en Europe ou pas. Et ça a été vraiment la grande difficulté d'écriture de ce projet, ça a été de comprendre que la question de savoir si ces migrants vont arriver en Europe ou pas n'était pas la bonne question dramatique pour ce film. Donc je disais, j'ai écrit ça un peu à l'envers. Pourquoi? Parce que j'ai écrit donc chez moi à Paris, et c'est seulement au bout de 3 ans, on a obtenu donc une aide du CNC, l'avance sur recette, qui est l'aide à la production publique en France. C'est quand j'ai obtenu cette aide que je suis parti au Maroc, et j'en profite pour saluer Jean-David, qui était le producteur marocain sur ce film, Hope, et ça me fait plaisir de te voir, bonjour. Donc j'ai attendu en fait d'avoir cette aide à la production pour partir au Maroc, faire des repérages. Dans un processus très classique où on écrit le scénario et ensuite on part faire des repérages et du casting pour trouver qui va jouer le film et dans quel décor on va le jouer. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire ces repérages, ça a été évident. Tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais fait du documentaire avant. Je me suis rappelé... Ben oui, c'est un peu idiot. Je me suis rappelé que j'avais eu un autre rapport au cinéma avant. Et dès que j'ai été sur le terrain, en fait, je me suis dit, mais en fait, non. Je ne vais pas simplement faire des repérages pour trouver les décors du film. Je vais faire des repérages pour aller à la rencontre des communautés de migrants installées au Maroc. Et à travers eux, et c'est pareil, à travers eux, je vais faire mon casting. Mais en faisant mon casting, je vais aussi apprendre beaucoup de choses. Et donc, j'ai commencé un travail de repérage un peu long au Maroc. Et en faisant ce travail de repérage, j'ai compris que quand j'avais écrit le scénario, j'avais rien compris. J'ai compris que j'avais tout faux. Et j'ai compris, si vous avez vu le film, vous verrez que c'est vraiment les choses principales. J'ai compris 2 éléments de ce monde des migrants présents, des migrants subsahariens présents en Afrique du Nord. 2 choses fondamentales qui sont, premièrement, les migrants s'organisent dans ce qu'ils appellent des ghettos. Ces ghettos sont des ghettos nationaux. C'est-à-dire que vous avez un ghetto des Congolais, un ghetto des Maliens, un ghetto des Nigérians, et les différentes communautés ne se mélangent pas. Parfois même, ils se font la guerre. J'ai vu ça sur le terrain très concrètement. Et tout d'un coup, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais lu dans aucun des articles, aucun des livres journalistiques faits sur le sujet. On parlait toujours des migrants ou des migrants africains. Oui, comme une espèce de grande Voilà. unité, alors que c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Et que j'ai compris que chacun de ces ghettos avait une organisation interne extrêmement codifiée, qui avait été inspirée par les Nigérians.
C'est pour ça que les mots sont anglais. Donc, le ghetto est dirigé par un chairman. Ensuite, vous avez un chief of defense qui s'occupe de la sécurité. Vous avez la première pièce qu'on construit dans le ghetto, c'est la prison. Vous avez une prison dans laquelle on enferme les gens qui font ce qu'on appelle un fuck-up, c'est-à-dire toute infraction aux règles du ghetto. Et j'ai compris qu'il y avait toute cette organisation. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et je n'avais jamais lu ça nulle part. Et la deuxième chose que j'ai comprise, le scénario parlait déjà de la question de la prostitution. Mais c'est complètement différent de lire ça dans un livre et de rencontrer les gens qui ont traversé ces expériences-là. Et donc, j'ai rencontré au Maroc, à Rabat, à Casablanca, j'ai rencontré un certain nombre de femmes qui avaient fait la route. J'ai compris qu'à peu près toutes les femmes qui faisaient la route étaient d'une manière ou d'une autre exposées à des violences sexuelles, allant du harcèlement jusqu'à la prostitution la plus dure, et que toutes arrivant au bout de la route, le bout de la route étant le Maroc, toutes arrivaient dans un état de souffrance psychologique extrême. Et c'était très frappant pour moi. Tous les hommes disaient, je posais la question à tous les hommes disaient, je leur disais, est-ce que c'est plus facile pour un homme ou pour une femme? Et tous les hommes disaient, c'est plus facile pour une femme parce qu'une femme peut toujours se débrouiller. Alors que les hommes, parfois, restent bloqués dans un point du voyage pendant 3 mois, 6 mois, et ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour continuer, et ils doivent travailler comme des esclaves pour trouver le petit argent qui va leur permettre d'aller jusqu'à l'étape suivante. Et il dit, c'est plus facile pour les femmes de se débrouiller. Mais quand vous rencontrez les femmes, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire se débrouiller. Et se débrouiller, ça veut dire la prostitution. Et quand vous voyez la souffrance psychologique que ça laisse chez ces femmes au bout de la route, forcément, j'avais écrit cette chose dans le scénario, mais c'est tout d'un coup quelque chose qui prend toute l'importance. Et c'est pour ça que le film s'appelle Hope, qui est le nom de l'héroïne. Et même si Léonard, le personnage masculin, est le personnage central du scénario, évidemment, c'est elle qu'on regarde. C'est elle pour laquelle on éprouve de l'empathie. C'est avec elle qu'on est. C'est elle, et c'est elle qui porte le titre, forcément. Non, mais on sent bien, encore une fois, même dans la fiction aussi, l'importance de votre regard documentaire et de votre expérience documentaire qui continue d'influencer très fort la fiction, ça clairement. Voilà, mais j'ai compris que j'avais fait les choses à l'envers, c'est-à-dire écrire le scénario d'abord et aller sur le terrain ensuite, et que quand on fait le genre de cinéma que je veux faire, c'est-à-dire du cinéma très plongé dans le réel, il vaut mieux faire le contraire, c'est-à-dire commencer par les repérages, commencer par faire du terrain, commencer par s'immerger dans une communauté, si c'est une communauté, et partir de là. On va aller très vite sur Souleymane, mais je crois que sur Hope, c'est là où vous avez rencontré Bruno Naon, notamment votre producteur, qui sera le producteur de Hope, de Camille et donc de l'histoire de Souleymane. Je pense que c'est intéressant de raconter aussi comment se crée une relation entre un cinéaste et un producteur, comment on crée ce niveau de confiance et aussi voilà, quelque chose, une relation qui va être pérenne en fait finalement. Quand j'ai proposé Hope à Bruno, il n'avait encore jamais produit de fiction. Il avait produit du documentaire, mais pas encore de fiction. Il était en train de se mettre à la fiction avec plusieurs projets. Et je pense que c'est important ça pour la relation producteur-réalisateur. Souvent, ça marche comme ça. Non, pardon. Il y a plein de cas, de figures différents. Mais dans notre cas, ça a bien marché le fait qu'on soit un petit peu au même point. C'est-à-dire qu'on démarre ensemble dans la fiction. Et donc, on a fait Hope ensemble, qui était un film fait avec très peu d'argent. Vraiment très peu d'argent. En gros, le budget du film, c'était la moitié de ce qui est considéré comme un petit film français. Donc, c'était vraiment une économie très dure à tenir et un bon exercice de production pour un producteur. C'est-à-dire que mais comment on peut faire un film comme ça avec si peu d'argent? Et c'est vrai qu'on a continué ensemble après. Et je pense que notamment sur Souleymane, le fait qu'on ait déjà fait 2 films avant ensemble fait qu'il y avait une confiance réciproque qui rend beaucoup de choses possibles, ça aide beaucoup en fait. Se connaître, y compris connaître les défauts de l'autre. Je connais les défauts de mon producteur, il en a. Et c'est bien de le savoir, mais j'ai aussi mes défauts et il le sait aussi. Et ça rend très tolérant en fait avec l'autre.
Mais surtout, le fait qu'il y ait cette confiance permet de bâtir les choses différemment. Et sur Souleymane, on a pensé le film en termes de production différemment, notamment parce qu'il y avait cette confiance et cette grande confiance qui fait que Bruno, il pouvait me laisser faire les choses comme je l'entendais et que moi aussi, je pouvais entendre les choses qu'il avait à dire. Je crois que Souleymane, c'est le premier film, donc c'est mon troisième film et c'est le premier film où j'ai eu le sentiment de faire les choses comme je voulais. Non pas qu'avant, on m'ait contraint, on m'ait forcé à faire, mais voilà, j'ai eu le sentiment que pour la première fois, j'étais suffisamment en maîtrise peut-être de mon propre style de cinéma et de la manière qui était juste pour moi de faire pour obtenir le résultat que je voulais. Et donc, si vous aimez pas le film, cette fois-ci, il y a que moi à blâmer parce que moi, j'ai fait ce que je voulais entièrement. Donc, pour commencer, ça a voulu dire que quand j'ai eu l'idée de ce film, ce qui remonte en gros au confinement, pendant la période du Covid, ce qui s'est passé, c'est que après Hope, qui donc raconte l'histoire de ces deux migrants africains en route vers l'Europe, beaucoup de gens m'ont dit: pourquoi tu fais pas un film sur la suite? Pourquoi tu racontes pas ce qui arrive à ces migrants une fois qu'ils sont chez nous? Et c'était pas un mouvement naturel pour moi de faire ça, parce que j'avais fait tous mes films loin. Et vraiment, ce qui m'excitait dans le cinéma, c'était à chaque fois, chaque film, c'est pour moi une aventure à vivre loin. Donc l'idée de faire un film en bas de chez moi, je trouvais pas ça très excitant. Et cette excitation de découvrir quelque chose fait partie pour moi de l'excitation de faire un film. Mais bon, avec le temps, moi aussi, l'idée me trottait pas mal dans la tête. Je réfléchissais beaucoup à ça. Et juste avant l'arrivée du Covid, je commençais à faire des repérages avec notamment ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les migrants qui arrivent en France mineurs et qui sont tout seuls, sans parents. Voilà, et puis là arrive le Covid. Et pendant le Covid, il se passe quelque chose d'un petit peu spectaculaire qui est que les rues de Paris se vident complètement. Et dans les rues, les seules personnes qu'on voit, c'est des livreurs. Ils sont presque tous à ce moment-là africains d'Afrique de l'Ouest. Comme je le comprends assez vite, la majorité d'entre eux n'ont pas de papier. Et je me dis, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans. Voilà. Et donc, là où cette fois-ci, je me dis, je vais faire les choses dans le bon ordre, c'est que, ayant cette idée en tête, j'en parle avec mon producteur, il est très emballé par l'idée. Et lui aussi comprend suffisamment mon cinéma pour me dire, on va commencer par des repérages tout de suite. Et on va payer quelqu'un pour faire ça avec toi. C'est toujours plus facile et plus sympa de faire les repérages à deux que tout seul. Et donc, j'ai fait les repérages avec une personne qui va avoir un rôle très important dans le film, qui s'appelle Aline Dalbis, et qui donc fait ce temps de repérage avec moi pendant quelques mois, et qui ensuite, 3 ans plus tard, va devenir la directrice de casting du film. Et donc, on va dans les rues de Paris et on essaie de convaincre tous ces livreurs de parler avec nous. Et Aline est beaucoup plus douée que moi pour ça. Parce que moi, quand j'arrive, la plupart des livreurs, ils s'enfuient. Soit ils pensent que je suis un policier. Est-ce que je ressemble à un policier? Bah peut-être, visiblement. Terrible. Ah. Est-ce que, bon, peut-être ils disent que je suis un journaliste, ce qui est presque pire. Parce que les journalistes font perdre du temps. Voilà. Mais Aline est bien meilleure que moi pour les convaincre. Et une fois qu'ils ont accepté de s'asseoir avec moi au café, en revanche, là, on peut parler pendant des heures, on peut parler de tout, et il me raconte plein de choses. Et je mène comme ça plein d'interviews de ces jeunes livreurs africains. Euh, et je réunis comme ça une grosse matière documentaire avec beaucoup d'éléments très concrets, de petites histoires, de petites anecdotes, de choses de leur vie quotidienne, où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, qui sont voilà, très précieuses. Et ça, c'est la matière documentaire à partir de laquelle ensuite je commence à écrire le scénario. Et donc évidemment, le vrai travail d'écriture, il commence après. Finalement, les repérages, c'est facile, c'est après que ça devient galère. Quand vous dites, OK, maintenant, c'est quoi l'histoire qu'on raconte? Parce que quand on part du sujet et pas non d'une histoire, trouver l'histoire, c'est toujours le point difficile du développement du scénario. Donc, c'est quoi l'histoire qui m'intéresse là-dedans? Et ça m'a pris un certain temps.
de réflexion. Parce qu'au début, je me suis dit, bah, après tout, on pourrait refaire Le voleur de bicyclette, film que vous connaissez. C'est un gars qui s'est volé sa bicyclette et j'ai rencontré plein de livreurs qui s'étaient fait voler leur bicyclette. Mais généralement, ils faisaient voler leur bicyclette un jour et le lendemain, ils allaient à Barbès et ils rachetaient un autre vélo au marché noir. Et je me suis dit, mais en fait, non. Aujourd'hui, ces histoires de tout ce qui est en relation avec les biens matériels, donc se faire voler son vélo ou casser son téléphone, c'est pas les événements les plus dramatiques de la vie. En 2025, enfin on était en 2022 à l'époque, tout ce qui est lié aux biens, aux objets matériels comme ça, c'est pas sur ça qu'on peut construire une histoire dramatique. En revanche, la question des papiers est fondamentale. Plusieurs personnes m'ont dit à ce moment-là, ils m'ont dit le jour de l'entretien de demande d'asile, c'est le jour le plus important de ma vie. Et quand des gens vous disent c'est le jour le plus important de ma vie, et quand vous êtes scénariste, vous dites ok, là-dessus on peut construire une dramaturgie sérieuse. Et donc très vite comme ça a été clair pour moi que le film allait se passer sur un temps limité et qu'il allait se construire autour de cette demande d'asile et que donc ça va être l'histoire d'un livreur à vélo africain qui prépare sa demande d'asile. Donc j'ai travaillé d'abord tout seul pendant un an et demi. Et au bout d'un moment, je tournais en rond, je sentais un peu un plafond de verre du scénario qui à la fois était là et en même temps ne marchait pas vraiment. Et c'est là que j'ai invité Delphine Agut à me rejoindre pour écrire avec moi. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez du casting. Comment Aline a été quelqu'un qui vous a beaucoup aidé autour de ce casting. Je vous propose qu'on rentre dans cette histoire de casting, mais avant de regarder un petit extrait pour voir justement, notamment Abou Sangaré et Nina Meurice, au moment d'ailleurs de cet entretien très important autour des papiers. Faut pas vous inquiéter, d'accord? Là, ce qui est important, c'est ce que vous me dites là maintenant. C'est ça qui est important. Hein, ce qui a été déposé dans le dossier, il n'est pas trop tard pour changer. Moi, je suis là pour vous écouter. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? C'est quoi votre histoire à vous? Mais c'est mon histoire, madame. Monsieur Sangaré, il n'est pas trop tard. Hein. Moi, je suis là pour vous écouter. Pourquoi vous avez quitté la Guinée? Enfin, c'est... En fait, c'est quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans, c'est... Enfin, on vivait, on était chez mon père, moi et ma maman. Mais mon père a renvoyé ma maman parce qu'elle était malade, parce qu'elle il a renvoyé ma maman parce qu'elle n'était pas comme les autres. Et Justement, là, on voit dans cette scène Abou Sangaré et Nina Meurice. Ce qui est intéressant de voir dans le film, parce que vous parliez beaucoup d'aller chercher justement des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs professionnels. Là, on a cette rencontre entre Abou Sangaré, qui n'est pas un acteur professionnel à ce moment-là, et Nina Meurice, qui, elle, a plus d'expérience. Comment vous avez composé ce casting? Comment vous êtes allé chercher? Comment vous l'avez pensé? Alors oui, on a choisi cet extrait parce que j'aimerais bien qu'on parle de la manière dont j'ai fait cette dernière scène. Mais un petit flashback et reparlons du casting.
c'était évident pour moi dès le début que pour ce film, je voulais un casting presque uniquement de comédiens non professionnels. La première raison à ça, c'est que je fais un cinéma où je cherche une forme d'ultra-réalisme que je n'arrive pas à obtenir avec les acteurs. La deuxième raison à ça, c'est que je suis un réalisateur blanc. Et étant un réalisateur blanc, m'emparant de cette histoire d'un personnage noir, je ne peux pas faire ça n'importe comment. Je ne peux pas prendre des acteurs et leur dire fais ci, fais ça. J'ai besoin de travailler avec des gens qui, d'une certaine manière, connaissent intimement cette réalité que le film décrit mieux que moi et qui vont m'apprendre quelque chose. Donc en fait, le fait de travailler avec un casting non professionnel, c'est la question du réalisme, mais c'est aussi cette question de comment on peut, en tant que réalisateur, raconter la vie de gens qui sont très loin de soi. Comment est-ce que moi, qui suis blanc, je ne suis pas africain, je ne suis pas livreur, je n'ai pas traversé l'Afrique à pied, comment est-ce que je peux raconter la vie de ces gens? Si je le fais de manière classique, avec un casting classique, je vais dans le mur. C'est impossible. Travailler avec ces acteurs non professionnels, donc travailler avec des gens qui ont vécu eux-mêmes ces choses, qui savent intimement qu'est-ce que c'est que d'être dans cette position, va m'apporter ce qui me manque du fait de ma position. Voilà, donc ça c'est vraiment la décision de base. Donc à partir de là, on a lancé un grand casting sauvage, effectivement, dans les rues de Paris, que j'ai commencé... j'ai retrouvé Aline, donc après 2 ans et demi d'écriture de scénario, et on est retourné dans les rues de Paris, et on a commencé à chercher. Donc on savait à ce moment-là que le personnage était guinéen, parce que les Guinéens ont les travailleurs... Enfin, pourquoi guinéens? Parce que à ce moment-là, dans les rues de Paris, presque tous les livreurs étaient d'Afrique de l'Ouest, et que parmi ces livreurs d'Afrique de l'Ouest, ceux qui venaient de Guinée étaient ceux qui demandaient le plus d'asile. Et j'avais eu un certain nombre de plusieurs témoignages de livreurs guinéens qui avaient été confrontés à cette question de la demande d'asile. Donc, au moment où on part en casting, on sait déjà que le personnage, on a un scénario, et on sait déjà que le personnage est guinéen et qu'il est livreur. Donc, tout naturellement, on commence le casting avec les livreurs guinéens. Donc, on va dans les rues de Paris. Donc, c'est un petit peu comme les ghettos de l'époque de Hope. Je vous ai dit, dans Hope, chaque communauté a son ghetto. À Paris, dans la livraison, c'est pareil. Les livreurs, ils se promènent dans la ville, mais ils ont des endroits où ils s'arrêtent plus longuement. C'est le premier endroit où ils vont le matin, et c'est l'endroit où ils reviennent le plus souvent entre 2 courses, et c'est un peu leur base. Et ces bases sont aussi des bases par communauté. Donc vous avez des lieux dans Paris où c'est la base des Guinéens, des lieux où c'est la base des Ivoiriens. C'était ces 2 communautés qui dominaient le plus la livraison. Des endroits où c'est des Pakistanais, etc. Donc assez vite, je repère quelles sont les bases des Guinéens, et j'y vais et je rencontre tout le monde. Et on parle comme ça avec Aline, à tous les gens, on explique qu'on fait un film, qu'on cherche un acteur, que l'acteur va être payé, qu'on ne vient pas pour les embêter, mais qu'on vient pour recruter quelqu'un qui sera payé, que c'est un vrai film, il y aura un vrai salaire. C'est très important de dire ça tout de suite. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Et on fait venir tous les gens qui nous intéressent un peu, on prend leur numéro de téléphone, on les rappelle, et on les fait venir dans notre petit bureau de casting pour faire des essais. Et on voit comme ça 100 personnes, 200 personnes. On commence aussi à trouver des relais dans la communauté guinéenne, des gens qui ont, sur les réseaux sociaux, qui ont une grande communauté de Guinéens. Et on fait passer le message, et voilà. Et on reçoit encore des candidatures, et on fait venir les gens, et on voit 200, 300 personnes comme ça. Et on ne trouve toujours pas, parce que malgré tout, un casting même si vous aimez le réel, dès que vous avez mis le pied dans la fiction, vous êtes perdu. C'est toujours pareil. Dès que vous avez mis le pied dans la fiction, vous allez vouloir que votre personnage ait quelque chose de spécial. Il ne faut pas juste qu'il soit quelqu'un de réel. Il voulait qu'il ait du charisme, qu'il porte votre film de manière spéciale. Et parmi tous ces livreurs, j'avais trouvé personne qui
où j'avais le sentiment qu'il allait porter le film comme ça. Donc on continue. Au bout d'un moment, on se dit, bon, on ne trouve pas à Paris, on va chercher en dehors de Paris. Donc on va dans différentes villes de province où on avait l'impression qu'il y avait des communautés plus importantes, en travaillant avec les associations locales qui repèrent pour nous des gens, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Sangaré dans une petite ville du nord de la France. Il n'était pas livreur. Il n'avait jamais demandé l'asile parce que Sangaré, il est arrivé en France mineur. Donc, il a suivi un autre chemin administratif. Il a demandé à être reconnu comme mineur, ce qui est une autre manière d'obtenir des papiers. Malheureusement, pour lui, sa minorité lui a été refusée. L'État français a dit non, vous n'êtes pas mineur, vous êtes majeur. Ensuite, il a fait un recours, etc. Ça a traîné. Et quand il a fini par prouver sa minorité d'avant, il n'était plus mineur. Donc, il n'a jamais eu de papier. Donc là, je dois convaincre ma production d'engager quelqu'un qui n'a pas de papier. Et là, c'est là que c'est bien d'avoir un producteur avec qui il y a une relation de confiance. Parce qu'un producteur normal, dans des conditions normales, m'aurait dit Boris, t'es complètement fou. Non, on va avoir des problèmes juridiques. Enfin voilà, on prend un risque. Mais avec une relation de confiance, on se dit ok, c'est possible, on va pouvoir le faire. Et donc on décide non seulement, on décide d'abord d'engager ce comédien principal qui n'a pas de papier. Et la production, ils me disent d'accord, bon, mais on va quand même essayer d'avoir la majorité de gens qui ont des papiers. Et puis, vous savez comment c'est. Une fois que vous avez ouvert la brèche, tout s'ouvre. Et donc finalement, dans le film, la majorité des gens qui jouent dans le film n'ont pas de papier. Ce qui nous met dans une situation d'illégalité. Mais on fait le film comme ça. Et pour moi, ça me semblait injuste. Je me dis, mais si je faisais un documentaire, je filmerais des gens qui n'ont pas de papier. Mais maintenant, je fais une fiction et je peux payer les gens. Et j'ai plus le droit de payer l'argent à ces mêmes personnes. Je suis obligé d'aller en chercher d'autres. Non. Voilà. Donc, on a décidé ça. Et c'est comme ça qu'on a avancé dans le casting. Sangaré, il est extraordinaire. Mais quand on l'a casté, on le trouvait super. Et quand on l'a rencontré, la décision s'est faite très vite. Et il n'y avait pas tellement de plan B. Mais pour autant, c'était pas simple avec lui. C'est quelqu'un qui parle pas facilement, il était presque bègue. Il avait un rapport au langage assez difficile. Il était très angoissé aussi avant le tournage. Je sais que les semaines avant le tournage, il était venu à Paris on a fait beaucoup de répétitions. Oui, ça c'est quelque chose d'important dont il faut reparler. Et il était très angoissé, tellement angoissé que 2 semaines avant le tournage, avec Aline, on s'est dit, mais parce qu'il était tout le temps malade, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut se remettre en casting très vite et voir parce que on s'est dit, est-ce qu'il va résister à la pression du tournage? Et en fait, dès que le tournage a commencé, il était plus malade et tout allait bien. Mais voilà, c'est pas évident. C'est toujours une grosse responsabilité de prendre quelqu'un qui n'a jamais joué et de l'amener et de mettre sur ses épaules toute la pression d'un film. C'est une grosse pression, un film. C'est très dur pour ces acteurs d'être devant la caméra. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je joue un petit rôle dans le film. Je joue le pire rôle. Je ne vais pas me donner un bon rôle. Donc moi, je joue le rôle du restaurateur qui engueule Sangaré, et qui lui dit rentre chez toi, dégage. Enfin, voilà. Pourquoi je fais ce rôle? Je ne fais pas ce rôle parce que je pense que je suis un bon acteur. Je pense que je suis un très mauvais acteur. Je fais ce rôle pour me rappeler que c'est très difficile d'être devant la caméra. Donc le jour, je me souviens le matin du jour où on devait faire cette scène, j'étais très angoissé, très stressé, j'avais le trac. Je me disais, mais Boris, tu as déjà tous ces problèmes sur le dos. Pourquoi tu te rajoutes en plus un problème d'aller jouer une scène? Voilà, je me dis, vraiment, c'est débile. Mais dans ma configuration générale, c'est assez important de faire ça. Je l'ai fait dans Hope. Dans Hope, je joue le rôle du client dans le bordel qui se fait taper par le personnage principal. Et c'était très important dans notre relation. Il était très content de me taper dessus. Parce que moi, pendant 2 mois, je l'embête. Mais il sait qu'il y a un jour où il peut me taper. Et voilà. Et il sait surtout que moi aussi, je prends le risque. Moi aussi, je suis devant la caméra. Que c'est pas facile pour moi d'être devant la caméra. Et pareil, dans Suleiman, il sait que ils voient tous que je galère. Parce que c'est pas facile de jouer. Ouais, c'est vraiment pas. Quand vous jouez
vous voyez, je suis devant vous, je peux parler, je suis tranquille, tout va bien. Quand il y a la caméra devant vous, tout d'un coup, vous savez plus comment vous vous appelez, vous savez plus qu'est-ce que vous avez à faire et c'est hyper angoissant. Enfin, je sais pas si vous avez des expériences de jouer vous-même. Pour moi, tout d'un coup, vous êtes complètement idiot, vous avez la tête est vide, il n'y a plus rien. Et je trouve ça très important comme réalisateur de se rappeler ce que ça fait, surtout quand on travaille avec des castes non professionnels, de se rappeler ce que ça fait que d'être devant la caméra. On peut parler un petit peu de cette scène, justement, de la manière dont elle a été faite. Après, on reviendra aussi sur les tournages dans la rue, particulièrement parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, une certaine vitesse, une certaine âpreté du réel, comme ça, et être vraiment dans la rue, dans le film. Mais cette scène-là en particulier, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, quelques mots en tout cas, pour raconter comment elle a été faite? Alors cette scène, elle est énorme. Dans le film, je crois qu'elle fait 17 minutes, mais le premier montage de la scène faisait 40 minutes. Une seule scène, 40 minutes. C'est une scène qui repose beaucoup sur la parole. C'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup de contenu abstrait à retenir. Pour Sangaré, c'était un cauchemar. Il était très à l'aise dans le film, mais il avait très peur de cette scène. À vrai dire, il avait très peur de toutes les scènes qui tournaient autour de l'asile. Donc la scène où il prépare l'entretien avec son coach d'asile et la scène d'entretien. Mais il avait spécialement peur de cette scène d'entretien. Parce que c'était énorme, 40 minutes. Et on l'avait répété ensemble, et on l'avait répété avec Nina Meurice. Et en répétition, ça n'avait jamais été bien. Oui, donc je voulais dire ça tout à l'heure. On a fait beaucoup de répétitions sur ce film. Et c'est très important de dire que j'ai écrit un scénario, j'ai fait un casting sauvage, et ensuite, on a fait un long temps de répétition. Et ce temps de répétition m'a permis de réécrire entièrement les scènes. C'est-à-dire de permettre à tous les interprètes de s'approprier. Je ne leur ai pas donné des pages à apprendre par cœur, mais je leur ai expliqué la situation de chaque scène. Et après, j'ai vu comment ils se les approprient. Ils changent les dialogues, mais ils ne changent pas seulement les dialogues. Parfois, la situation, ils la font différemment. Par exemple, si on prend la scène avec les policiers qui jouent dans le film sont des vrais policiers. Parce que si moi, j'écris des dialogues de policiers, je vais écrire des dialogues inspirés finalement de mauvaises séries télévision. Alors que si je prends des policiers, ils ont une manière de parler. Je ne sais pas pourquoi les policiers, ils ont une manière de parler. Il n'y a que eux qui parlent comme ça. Et ils ont une manière de se tenir avec leur corps. Ils ont une manière de se tenir avec leur partenaire de police. Et je trouve ça génial qu'ils arrivent avec leur corps, leur manière de se tenir, leur manière de se parler, leur manière de se placer dans l'espace. Et donc, j'ai fait plein d'improvisations avec eux pour voir comment eux, ils joueraient cette scène. Et à partir de là, je garde le meilleur de ces improvisations et je réécris la scène. Donc ça ne change pas le fil dramatique du scénario, mais on réécrit complètement le script, ce qui fait que quand on arrive en tournage, on n'est pas en improvisation en fait. Ils sont toujours pas, je leur ai toujours pas demandé d'apprendre des lignes à réciter par cœur, mais en fait, eux et moi, on sait déjà comment la scène va se dérouler. Donc on se retrouve finalement dans un dispositif relativement classique où on n'est pas en train d'improviser librement, mais à partir d'une base où les interprètes se sont entièrement appropriés la matière du scénario. Et ça, pour moi, c'est absolument capital pour arriver à faire jouer, en tout cas, c'est ma méthode à moi, pardon. C'est ma méthode à moi pour arriver à faire jouer des comédiens non professionnels. La scène. La scène, je propose aussi qu'on parle de la rue, parce que le temps file, le temps... Oui, va alors très quand même, vite. juste un mot sur la scène. Un petit mot sur la scène. Donc, En particulier. j'avais choisi cet extrait parce que c'est ce moment de silence. Pour moi, c'est le climax du film. La scène, elle était très longue. Oui, c'est ça que je disais. Puis après, je suis parti très loin. La scène est très longue. Elle est coupée en deux parties. Il y a la fausse histoire d'abord, et ensuite la vraie histoire. On a tourné cette scène juste l'intérieur du bureau sur 2 jours. Donc un jour, on tournait un week-end parce qu'on tourne dans les vrais lieux de l'Office français de protection pour les réfugiés. Donc le vrai endroit où les gens demandent l'asile. Mais forcément, cet endroit, c'est comme une usine, il y a des entretiens toute la journée. Donc, ils nous prêtaient l'endroit le week-end. Donc, on avait un week-end, samedi, dimanche, pour faire la scène et un week-end de sécurité si ça ne marchait pas. Donc, samedi, on faisait l'histoire fausse. Et non, oui,
et dimanche, l'histoire vraie. Les deux morceaux sont tournés de manière complètement différente. Le samedi, c'est tourné de manière assez classique parce qu'il y avait un fil argumentaire. C'est-à-dire que d'abord, la personne, donc, on appelle ça l'officière de protection. Donc, la fonctionnaire qui conduit l'entretien, elle a un protocole de questions très strict. J'avais observé ces entretiens, donc je pouvais faire ça comme ça se passe. Elle a un protocole de questions. Et ensuite, ce qui était intéressant pour moi, forcément, c'est comment elle va coincer Sangaré. Donc, pour ça, elle pose une question, Sangaré répond, elle le coince, il trouve un échappatoire, elle le coince de nouveau, il s'échappe de nouveau, elle le coince et finalement, elle le coince complètement. Et donc ça, c'est en gros le fil de cette scène. Ce fil, je l'avais très précisément écrit et ce n'était pas tellement possible pour eux de faire autre chose que ce qui était écrit parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'inventer d'autres arguments donc je dirais que dans cette première partie de la scène, c'était très difficile pour eux, surtout pour Sangaré, parce qu'il y avait beaucoup de choses à savoir, à apprendre, mais c'était assez classique comme dispositif. Et cette partie de la scène se termine dans le silence, c'est-à-dire qu'elle le coince comme ça, et le silence dure, parce que lui, dans ce silence, il se demande, est-ce qu'elle m'offre une chance ou est-ce qu'elle me tend un piège? Et il est dans cette hésitation qui est le climax du film. Et j'avais dit à Sangaré, garde ce silence le plus longtemps possible. Tant que tu n'as rien dit, c'est toi qui as le pouvoir. Tout le monde est suspendu à tes lèvres, c'est toi qui as le pouvoir. Donc il gardait le silence et elle lui posait des questions. Et au moment où il commençait à parler, moi je disais « cut ». Et c'était extrêmement frustrant parce que c'était un moment extrêmement intense. On était tous... il y avait quelque chose de très très fort dans ce moment-là. Mais je disais cut parce que je savais que c'était le lendemain qu'on devait recommencer. Et donc le lendemain, on a fait différemment. On est reparti un petit peu avant dans la scène pour avoir comme une rampe de lancement. Et ensuite, on fait la scène. Mais la scène du lendemain, la deuxième moitié de la scène, il fallait la faire complètement différent. J'avais écrit un texte. Sangaré connaissait ce texte. Mais si Sangaré avait récité le texte que j'avais écrit, c'était de la merde. Comment est-ce qu'on montre qu'une histoire est vraie par rapport à une histoire fausse? Comment est-ce que vous demandez à un comédien d'avoir l'air d'autre chose qu'un comédien? Alors, la première chose, c'est que dans cette deuxième partie de l'histoire, j'avais écrit d'après l'histoire vraie de Sangaré. Donc, quand Sangaré parle de sa maman, il parle vraiment de sa maman. Quand Sangaré parle de son voyage, il parle vraiment de son voyage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je lui ai dit, surtout, tu ne récites pas. Et donc, autant le premier jour, on a travaillé de manière linéaire, comme ça, avec des tunnels de dialogue, autant le deuxième jour, on a tourné en cercle autour de l'émotion traumatique de Sangaré. Et Nina lui posait des questions, moi, je posais plein de questions aussi, et toujours, on leur amenait ta maman, ta maman, ta maman. Qui tourne autour de ce nœud d'émotion et que toute la scène vienne de là et que j'aime que quand il parle, ce soit aussi chaotique, qu'il aille avant, arrière, qu'il revienne en arrière, qu'il se répète, qu'il se trompe, qu'il bafouille. Ça fait partie de la force de vérité de cette scène. On sent dans cette scène que c'est pas seulement du cinéma. Et en vrai, ce que j'aime le plus au cinéma, c'est quand vous avez l'impression que quelque part, l'écran est déchiré et que c'est plus simplement du cinéma, mais que vous avez accès à quelque chose qui est derrière et qui est plus précieux que le cinéma. C'est bien le cinéma. Il y a des choses plus importantes dans la vie. La vérité. Je propose qu'on regarde une autre scène, cette fois-ci de tournage dans la rue, où Souleymane doit rejoindre un bus et ça devient une espèce d'odyssée pour arriver dans ce bus.
Attends. Ouais. T'es inscrit? Oui. C'est quoi ton nom? Samuel Eslouni. Ah, Sangaré? Oui. Mon ami, t'es toujours en retard. Désolé, en fait, j'ai un accident. La prochaine fois, attention. Merci. C'est bon, les gars. C'est quoi ça, là? Ah non. Il allait s'amuser un peu. Ah oui, mec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce tournage parce que là, on passe par déjà plusieurs lieux parisiens, plusieurs transports, il y a la vitesse, il y a la course. Comment on tourne ça? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout d'un coup, ça me frappe en voyant l'extrait. C'est qu'on passe du métro, qui est le vrai métro, avec des vrais gens dedans, à un bus, qui est un faux bus, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un bus que j'ai organisé, avec dedans mes acteurs et des figurants. Ce qui résume un petit peu la démarche de ce film, qui est de faire un film de fiction et en même temps d'essayer de le plonger dans le réel. Comme je disais au tout début, Souleymane, c'est le premier film où j'ai eu le sentiment de le faire comme je le voulais. Et donc, par exemple, de concevoir mon équipe comme je le voulais. Depuis mon premier film, je me battais toujours pour avoir une équipe avec moins de gens. Il y a des réalisateurs qui veulent plus, moi je veux toujours moins. Comment avoir moins de techniciens? Et le problème, c'est que vous dites, ok, je vais faire mon film avec 4 personnes, et puis vous rencontrez le chef opérateur, et puis il vous dit, ah, mais moi j'ai besoin déjà de 3 personnes pour moi, et puis après vous rencontrez l'ingénieur du son qui dit, moi j'en veux 2 de plus, et puis etc., etc., etc. Et vous retrouvez, et vous avez ce qu'on appelle une équipe réduite, mais une équipe réduite, c'est des minimums 15-20 personnes. Et donc pour Souleymane, j'ai dit, ok, cette fois-ci, on va tenir la chose. Et je me souviens très bien de cette discussion que j'ai eue avec mon premier assistant réalisateur. Et on s'est dit, on va tenir la chose jusqu'au bout. Donc, pas d'éclairage, pas de déco, sauf dans les scènes du foyer de nuit, où là, on a une grosse équipe. Mais sinon, être extrêmement réduit. Donc, extrêmement réduit, ça veut dire 12 personnes, régie comprise. Mais la première semaine de tournage, on était seulement 5, moi compris. Donc, c'est moi plus 4 techniciens. Et on a fait une semaine comme ça. Et cette semaine-là, elle est déterminante pour imposer quelque chose de la manière dont on va tourner. Même si ensuite, la majorité du film, les 7 autres semaines, on avait une équipe un peu plus normale, c'est-à-dire une douzaine de techniciens. Ça reste très réduit, mais c'est à peu près normal. Mais le fait de commencer le film avec 4 techniciens impose quelque chose de la dynamique du film. Et c'est ça qui rend possible de tourner dans la ville. C'est-à-dire que dans le film, on ne bloque jamais les rues. Si vous voulez filmer dans la circulation, vous ne pouvez pas bloquer les rues. Sauf si vous faites Mission Impossible, que vous avez 100 millions de dollars de budget. Là, ok, vous pouvez rajouter autant de voitures que vous voulez. Mais je n'avais pas 100 millions de dollars de budget. Et donc, dans ces cas-là, la seule solution, c'est de laisser la rue. Moi, ce qui m'excitait dans ce film, dès le début, j'avais l'idée que ce film, ça va être un film dans Paris. Ça va être un film même sur Paris. Alors, ce n'est pas mon Paris à moi, c'est le Paris de Souleymane. Mais qu'il fallait que ça raconte la ville aussi. Et pour ça, il faut être plongé dans la réalité de la ville. Donc, ne bloquez aucune rue. Et pour ne pas bloquer les rues, il faut pas être nombreux. Et au début, tout le monde avait des objections pour ça. Les gens me disent, les gens vont regarder la caméra. Alors, je sais pas, ça dépend comment. Si vous tournez en Afrique, oui. Si vous tournez à Paris, ce qui est bien à Paris, les gens en ont rien à foutre. Les Parisiens en ont rien à faire de rien de toute façon, donc oui. Les gens, ils veulent juste avancer leur chemin vite. Bloquez pas la route, voilà. C'est ça qui est important. Et en fait, c'est parfait. Les gens qui veulent avancer vite, ils sont parfaits comme figurants. C'est les meilleurs.
Moi, je déteste dans les films, je vois les figurants, je vois leur travail de figurant et ça m'énerve toujours. On voit, et même quand le gros travail de la mise en scène des figurants, c'est toujours de créer une forme de faux hasard ou de faux désordre. Mais on reconnaît le faux désordre toujours. Et vous voyez la scène où ils rentrent dans le métro. Alors, je me suis battu avec la RATP, donc qui est la compagnie qui gère le métro à Paris, pendant des mois, parce qu'au début, ils ont dit, OK, donc c'est l'histoire d'un gars qui monte dans le métro Barbès et qui prend le métro. Donc, vous allez faire ça au terminus de la ligne, ailleurs, et vous allez remplir un wagon avec des figurants. J'ai dit, mais attendez, c'est pas ça que j'ai demandé. Donc, on a discuté avec eux pendant 2 mois jusqu'à ce qu'ils acceptent qu'on allait tourner vraiment dans le métro sans prévenir personne et que les gens vont sortir qui ne sont pas prévenus. Et vous voyez le plan qu'on a pris, de moment où il court et il saute dans le métro, c'est le plan que mon chef-op n'aimait pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a surgi du métro et qui a fait changer la trajectoire et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ben voilà, c'est mon plan préféré. Pas de chance pour lui. Et donc voilà, c'était je pense que c'est quelque chose qui est important, mais ça m'a mis du temps. Vous voyez, c'est seulement avec mon 3e film que j'arrive à me dire, OK, ce film, je vais concevoir mon équipe pour pouvoir faire le cinéma que je veux. Et ce n'est pas les techniciens qui vont m'apprendre quel film je dois faire, mais c'est moi qui vais trouver avec eux et qui vais imposer à mes techniciens comment on travaille. Ce n'est pas imposer, en fait, c'est trouver avec eux. On a eu un partenariat extrêmement riche sur ce film. Mais ça m'a pris 3 films. Je suis lent, hein. J'apprends pas vite. Ça m'a pris 3 films pour comprendre comment je voulais faire mon cinéma, c'est-à-dire comment je veux organiser mon équipe pour avoir le résultat que je veux. Et voilà, après la difficulté, c'est comment on passe de la... Non, pardon, je voulais parler d'autre chose. Donc pareil, on a filmé en vélo. Filmer en vélo, c'est difficile. Filmer un 2 roues, j'ai réfléchi avec mon chef opérateur, on a réfléchi pendant des mois sur comment on allait filmer le vélo. Je voulais être dans le mouvement. Donc, pas question d'être sur le trottoir et de regarder passer le vélo comme ça. Si vous faites ça, ça va faire on ne va pas du tout avoir le sentiment dynamique qu'on veut. Vous ne pouvez pas être dans une voiture. Parce que le problème des voitures, c'est que les voitures s'arrêtent dans les embouteillages. Impossible. On pourrait être sur une moto, mais les motos grillent plus difficilement les feux rouges. Et normalement, on n'est pas censé en moto prendre les pistes cyclables. Donc, on a pensé que la seule solution pour filmer le vélo, c'est que toute l'équipe soit sur des vélos. Donc, toute l'équipe est en vélo. C'est-à-dire qu'il y a un vélo pour la caméra. Donc, c'est ce qu'on appelle un vélo cargo. C'est les vélos avec le bac à l'avant du vélo. Soit un vélo cargo quand on filme comme ça, soit ce qu'on appelle les vélos long tail quand on filme comme ça, dans l'autre sens. Et un autre vélo pour le son. Donc parfois c'est moi qui conduisais le vélo son avec mon ingénieur du son derrière moi qui faisait le prémix en direct, un autre vélo pour un assistant pour pousser les bus comme ça et c'est comme ça qu'on a ce résultat un peu excitant d'avoir la sensation de la ville. Et après la sensation de la ville, on l'a aussi beaucoup donné à travers le travail de son. Vous avez remarqué que dans le film il n'y a pas de musique. Pour moi la bande originale du film c'est le son de la ville. Et du coup, on a travaillé jusqu'au bout, jusqu'en mixage, pour avoir un mixage extrêmement dynamique qui donne une sensation forte. C'est-à-dire que parfois, on retire presque le son, il n'y a rien, et ça vous met en apnée. Et parfois, au contraire, vous sortez dans la ville et vous prenez la ville dans la gueule, dans les oreilles surtout, et c'est très brutal. Et voilà, je voulais vraiment que le spectateur... Alors évidemment, vous avez vu les films sur des ordinateurs avec un son dégueulasse, mais si vous aviez vu le film dans une salle de cinéma, voilà, il y a une sensation de la ville très forte. Et c'était très important pour moi qu'il n'y ait pas de musique, c'est-à-dire qu'on ait le film le moins artificiel possible. Et que le travail de la musique soit assuré par le son. En quelques mots, après on parlera aussi de Congo Boy rapidement, mais en quelques mots, le film a été projeté à Cannes, à un certain regard. Il repart avec le prix d'interprétation aussi pour Souleymane, pour Sangaré, qui joue Souleymane, et 4 Césars au bout du compte aussi. Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait, d'un seul coup de voir ce film? Vous avez eu des récompenses avec les autres films, mais là, d'un seul coup, là, le film devient vu, reconnu, mythifié. Qu'est-ce que ça fait pour vous, ça? Bon, il faut dire... Ça provoque... Est-ce que ça change quelque chose pour Boris, le réalisateur?
J'ai pas encore mis de nouveaux films en financement, donc en vrai, je sais pas. Mais oui, forcément, ça change un peu. Je crois que ce qui change presque plus que les prix, c'est que tout d'un coup, le film fait beaucoup d'entrées en France. Le film a fait 650 000 entrées. Ce qui est plus extraordinaire que ça, c'est qu'un an et demi, il est encore en salle aujourd'hui. Il y a encore quelques salles qui passent le film. À partir de septembre prochain, le film va rentrer dans un dispositif français qui s'appelle Lycéens au cinéma. C'est-à-dire que des centaines de milliers de lycéens vont aller voir le film. Pour moi, c'est très important ça, que le film soit vu par cette jeunesse lycéenne, parce que c'est presque le seul moyen pour moi pour que le film ait accès à des gens de toutes classes sociales et de toutes couleurs. C'est plus difficile dans les salles d'art et essai. Et ça, voilà, d'avoir ce succès public pour un film qui est fait avec très peu d'argent et qui n'est pas du tout pensé pour être un film qui va marcher commercialement, ça change un peu l'équation. Tout d'un coup, je sais qu'effectivement, mes prochains projets seront plus faciles à produire. Donc maintenant, voilà, tout le monde me parle très gentiment. Bon, c'est cool, hein. Bon, c'est sympa aussi quand même. C'est pas désagréable, mais donc là cette année vous êtes de retour à Cannes, mais avec la casquette de producteur pour Congo Boy de Rafiki Fariala. Alors ce film-là, on mettra peut-être un petit extrait après, mais ce film-là, j'ai l'impression que ça symbolise aussi pas mal de choses de votre travail de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt de formateur, de celui qui transmet aussi. Vous avez fait les ateliers Varan en Centrafrique, vous avez fait Ciné Bangui. Et vous avez votre société de production aussi là-bas. Alors comment ce film peut-être rassemble cette autre partie de votre travail qui n'est pas la réalisation, mais qui est la transmission? En fait, quand je suis parti en République centrafricaine pour faire mon deuxième long métrage qui s'appelle Camille, je me suis dit, je vais venir dans ce pays qui est un pays très pauvre, je vais prendre quelque chose pour faire mon film. Est-ce que je ne peux pas donner quelque chose en échange? Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas monter peut-être des ateliers de formation au cinéma documentaire? Donc, je me suis rapproché d'une ONG française qui s'appelle les Ateliers Varan, qui a l'habitude d'organiser des ateliers comme ça dans le monde, avec cette idée très simple de donner la chance à des gens qui ne font pas de cinéma, souvent dans des pays où il y a peu de cinéma, ou dans des régions où il y a peu de cinéma, donner la chance à ces gens de raconter leurs propres histoires et de leur donner la formation technique minimale et surtout de les accompagner dans la formation de leur regard. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée-là. Et en 2017, on a fait un premier atelier documentaire comme ça. Et c'est dans cet atelier que j'ai rencontré Rafiki Fariala, dont on va reparler tout à l'heure. Donc, on a recruté comme ça 10 apprentis réalisateurs. Donc, il faut vous dire, pardon, République centrafricaine, c'est un pays où, à cette époque-là, il n'y a rien en termes de cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de société de production. Il n'y a pas un réalisateur. Il y avait eu un film centrafricain, le réalisateur est mort. Il n'y a pas un réalisateur. Il n'y a pas un technicien formé. Donc, c'est 0. Et j'arrive là, je me dis, waouh! Bon, donc on fait cet atelier de formation. Donc, on recrute des gens qui n'ont pas d'expérience de cinéma. Forcément, parce que dans le pays, il n'y a rien. Mais qui sont incroyables tous. Ils arrivent avec leur énergie, leur envie, leurs histoires à raconter, leur créativité propre. Et on fait cet atelier pendant 2 mois, pendant lequel à la fois ils apprennent tout du cinéma et en même temps ils font chacun un court-métrage documentaire. Et sur les 10 stagiaires, on a au moins 5-6 films qui sont super. Des courts-métrages documentaires de 20 minutes à peu près. Donc des vrais films. Après ça, on refait l'année suivante, on relance un nouveau. Ça avait tellement été un succès, ça avait tellement été incroyable que tout le monde avait envie de continuer. Il y avait de l'argent pour faire ça. Donc on relance un deuxième atelier pour le cinéma documentaire en disant on va garder les mêmes pour les emmener un peu plus loin. Entre-temps, je fais mon film, Camille, que vous avez vu peut-être. Je les invite tous ces 10 personnes à travailler avec moi. Donc ils rentrent tous dans mon équipe de film et ils acquièrent comme ça une expérience de cinéma de fiction très différente de ce qu'ils ont expérimenté en faisant leur petit film documentaire.
L'année suivante, on fait donc le deuxième atelier documentaire. L'année d'après, je dis, bon, ben maintenant, il faut faire de la fiction. Donc, on dit, on va créer une école de cinéma. Donc, je m'associe cette fois-ci avec une école de cinéma française qui s'appelle la Cinéfabrique. C'est pas la Fabrique, c'est la Cinéfabrique, qui est la deuxième école nationale de cinéma en France. Et on monte donc quelque chose qui s'appelle Ciné Bangui, puisque c'est à Bangui, en Centrafrique. Après, je me dis, bon, on forme des gens, mais ils vont faire quoi? Après, il n'y a pas d'industrie. Donc, il faut monter une société de production. Donc, on s'associe à 3 avec un Italien qui était mon partenaire de formation et un Centrafricain qui était celui de nos réalisateurs le plus avancé à ce moment-là. Et à 3, on monte une société de production qui s'appelle Macongo Film. Et on continue comme ça. On produit 4 documentaires qui tournent dans les plus grands festivals du monde entier, qui ont beaucoup de prix, notamment le film de Rafiki Fariala, Nous étudiants, qui est à la Berlinale et qui ensuite a plein de prix dans des festivals de documentaires. Et enfin, petit à petit, on commence à développer nos premières fictions et on travaille de nouveau avec Rafiki Fariala à partir de 2021. Il commence à écrire et je le suis un petit peu dans l'écriture, un peu beaucoup même, à écrire sa première fiction sur une histoire autobiographique de ce film qui va devenir Congo Boy et qui est aujourd'hui à un certain regard. Et donc pour moi, ce film à un certain regard, c'est l'aboutissement de 10 ans de Centrafrique en fait. Et je me souviens que j'avais lu un article, à ce moment-là, j'avais lu un article sur le cinéma colombien qui disait qu'il y avait eu un grand changement dans la politique publique en Colombie et que ça avait pris 10 ans à peu près à faire monter comme ça une génération de cinéastes colombiens qui ensuite ont eu du succès dans les plus grands festivals du monde. Et moi, arrivant en Centrafrique, étant un peu prétentieux, je me dis non, nous, on commence là, dans 5 ans, on est à Cannes. Voilà, bon, ben finalement, ça nous a pris 10 ans aussi. Mais voilà, pour moi, c'est l'aboutissement de ça. Et c'est peut-être un peu, je pense que ça va être le début d'une autre période. Je pense que je vais transmettre aussi cette société de production. Il n'y a pas de raison que je reste un producteur centrafricain pour toujours. Donc, je pense que cette société de production, elle va passer aussi aux Centrafricains et qui, voilà, maintenant, ils vont continuer tout seuls. Maman, maman de maman, maman na robe rouge, chapeau quoi t'es na montagne. Maman de maman, la big boss, la big boss, la big boss. Eh, ma chapeau. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est un film sur un jeune musicien. C'est un film autobiographique. Rafiki lui-même a fait de la chanson avant de rencontrer le cinéma. Et ça, c'est une scène de ce qu'on appelle en Afrique de l'atalakou. Donc l'atalakou, c'est des moments où en boîte de nuit, un chanteur va faire des dédicaces aux gens qui sont présents pour qu'ils lui donnent de l'argent. Et si vous aviez été présent à notre fête de tournage, notre fête de Cannes hier, l'acteur était là, il a fait de l'atalakou, il a gagné beaucoup d'argent hier soir. Bien joué. Est-ce que vous avez des questions pour... Oui, là-bas, au fond, il y a une question pour le jeune homme. Bonsoir. Samuel était là à la fête hier, il s'est fait dépouiller. Et j'ai donné de l'argent, je peux dire ça. Et ouais, en fait, merci beaucoup pour ta générosité, en fait. Et ça fait plaisir de parler en français aussi, franchement. En fait, j'ai vu Hope, justement, et ton dernier film. En fait, j'ai une question ou même une préoccupation. C'est comment arrive-t-on, ou toi particulièrement, comment tu arrives à travailler avec des gens qui sont dans des situations extrêmes et soit de pauvreté, soit socialement, politiquement difficiles, sachant que tu vas faire un film et tu viens pour un temps. C'est-à-dire que peut-être que ces gens après, pas peut-être, ils vont continuer leur vie. Toi, tu as ta vie, tu as peut-être ta famille. Et oui, c'est vrai que c'est un boulot, mais aussi le film,
t'accompagne toute ta vie. Le film reste avec toi toute ta vie. Comment ça reste en toi? Comment tu travailles avec ces gens? Comment ça t'impacte? Comment, parce qu'en même temps, j'ai vu pour Soleiman, bon, comment il s'appelle? J'oublie son nom, mais voilà, Sangaré. il est très, voilà, très populaire sur les réseaux. On connaît son histoire par rapport au papier, etc. Les articles qui sont sortis et tout. Mais moi, je m'intéresse un petit peu à toi. Comment toi, tu es dans ce genre de situation? Comment tu t'en sors psychologiquement, humainement? C'est pas facile. Et sur Hope, c'était quelque chose d'un petit peu pas satisfaisant pour moi, après coup. Pourquoi? J'explique. Quand on a préparé Hope, la première chose qu'on a faite, dès que dans le casting sauvage, on a trouvé les deux personnages principaux, on les a sortis de leur milieu et ils sont venus habiter avec nous, c'est-à-dire avec moi et avec l'équipe. Pendant tout ce temps, plusieurs mois de répétition, ils sont venus. Donc, Endurance, qui joue Hope, avait un petit bébé. Il est venu avec son bébé aussi. On a recruté une nourrice et on a habité ensemble. Donc, on les a sortis un petit peu de leur milieu. J'avais très conscience que forcément, ils sortaient d'une situation difficile et que la machine à rêver se met en place tout de suite. Donc, chaque jour presque, je leur disais, on fait ce film ensemble. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une carrière à Hollywood ou que, voilà, profite de ce moment, prends l'argent, fais quelque chose avec cet argent, mais il faut pas, voilà, t'imagines pas forcément que c'est une carrière qui s'ouvre comme ça. Et de fait, il n'y a pas eu de carrière pour eux. Et de fait, ils sont retournés après à une vie assez difficile, qui n'est pas exactement la vie de ce qu'on voit dans le film. Ils étaient quand même dans une meilleure position que les personnages du film, parce qu'ils étaient plus sur la route en fait. Mais ils sont retournés dans leur vie africaine et ça n'a pas été facile pour eux. J'ai essayé de les aider un peu. J'ai monté, je me souviens, moi j'avais très peu d'argent moi-même. Le film, on l'avait fait vraiment avec très peu d'argent. Donc moi-même, je suis dans une situation économique difficile. J'ai fait un peu de fundraising pour monter un projet pour aider chacun des deux acteurs principaux. Mais même ça a un temps. Et quelques années après, c'était fini et ils sont retournés dans leur vie africaine difficile. C'est pas facile pour moi. Après, moi, j'étais parti en Centrafrique déjà. Et en Centrafrique, chaque jour, des gens se tournaient vers moi en me demandant de les aider. Et parfois, j'en aide certains, parfois non. En Afrique, j'ai appris aussi à dire non à des gens que je ne peux pas les aider parce qu'on n'arrive pas à aider tout le monde. C'était très pénible pour moi. Quand j'ai fait Suleiman, je me suis dit, on va essayer de faire un peu mieux que ça. Et notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sangaré n'avait pas de papier pendant le tournage. Il avait fait une demande de papier juste avant le tournage et pendant que j'étais en montage, il a reçu une réponse négative de l'État français pour ses papiers. J'étais très étonné. Moi, je pensais qu'il allait avoir les papiers. On lui a refusé ses papiers. Je me suis dit, OK, on va essayer d'utiliser le film pour lui avoir des papiers. Et vraiment, je pensais après avec Cannes, avec le prix d'interprétation à Cannes, je pensais qu'il allait avoir ses papiers dans la semaine. Mais ça a été très compliqué. On est remonté auprès des politiques très haut. On est remonté jusqu'à l'Élysée. On est allé vers la ministre de la Culture, mais on n'arrivait pas à lui obtenir des papiers. Vraiment, ça a pris des mois jusqu'à ce que je trouve le bon endroit. Et vraiment, c'était très clair pour moi que mon travail sur l'histoire de Suleiman, il serait terminé quand il aurait des papiers. Il a eu des papiers. Voilà. Et vraiment, il a eu des papiers grâce au film, c'était important. Maintenant, Sangaré, c'est quelqu'un que je vois encore très souvent. On se voit. Je pense même à refaire un film avec lui. Il est en ce moment dans une situation qui n'est pas facile, mais qui est quand même meilleure qu'avant. Et Sangaré, quand on parle avec lui, il dit toujours qu'il est très reconnaissant au cinéma, que le cinéma a changé sa vie. Parce que pour la première fois, il a eu des papiers. Pour la première fois, il a eu un salaire. Pour la première fois, il a eu un appartement. Donc, il est très reconnaissant. Maintenant, sa vie est toujours pas facile. Cet été, normalement, il va enfin tourner 2 films cet été. S'il n'a rien tourné depuis l'histoire de Suleiman, je le suis beaucoup. Je vais présenter un agent. J'ai choisi avec lui le bon agent.
Mais c'est un souci. Quand vous travaillez avec du cast non professionnel, c'est un souci. C'est-à-dire que effectivement, vous prenez des gens qui ont une vie difficile, vous les emmenez dans quelque chose qui est un peu une sorte de petit rêve, et après ils vont y retourner. Donc on peut faire ça un peu mieux, on peut faire ça pas trop mal, on peut essayer d'adoucir la chose, mais la réalité reste là. C'est que malgré tout, tu as raison, ils vont retourner dans leur vie, sauf de très 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 rares exceptions où quelqu'un qui sort du cast comme ça, sauvage, il va avoir une carrière d'acteur, mais c'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare. Mais la plupart du temps, ils retournent dans leur vie et on peut aider. Voilà, moi, il y a des gens avec qui je suis encore en lien. On peut aider, mais on n'a pas toujours le pouvoir de changer la vie des gens avec qui on travaille. Et c'est quelque chose qu'on porte avec soi. Il y a une question là-bas. Ouais. Thank you. Hello, Boris. Good morning. I stumbled on Suleiman's story last year just like randomly last year on a flight back to Lagos, and with no prior information about the film, I watched it and I really enjoyed it. And so when I saw that you were a patron for this year, it felt like a divine coincidence. Then, of course, we were sent links to your film, and I saw Hope, which has, one of the characters. I mean, the titular character is Nigerian, and I'm from Nigeria. And of course, I know of the, situations of like migrants who are moving from like Nigeria and looking for like a better life in Europe, who are often, less privileged. I do want to say that I really appreciate. It wasn't just the character; there were other Nigerians in the story. And it was beautiful to see a film with a Nigerian character that sounded Nigerian. It sounded Nigerian. Even there were like this, like there are other scenes with other Nigerians in the film, and like even like in the interaction and how we speak, and just how active we are as a people, having that captured on camera by someone who's Nigerian. I was really surprised, and it was heartwarming watching the film as well, and it was a difficult film to watch. So like also like being exposed to how dangerous the journey is, especially for women. I imagine that when I look at the character Hope, she should be in her early 20s or even a teenager even. But my question is about capturing, that journey from West Africa through North Africa, then to Europe. I'm curious about the intention of having that journey captured on film. There are arguments that I've had, even with like filmmakers from Nigeria, Africa generally, even from Senegal, who think that there's, in the way that we shy away from, for some filmmakers, politically we shy away from like showing violent scenes in their films, or like traumatic scenes of maybe sexual abuse in the films as well, would have rather suggested. Also feel that way about a journey like that is difficult, especially for victims or like people who've gone through that. And I'm curious about the intention of having that shown on camera. Merci beaucoup. Je dois dire que j'ai eu énormément de plaisir sur le tournage de Hope, à tourner avec tous ces bandits nigérians, parce que c'était vraiment des bandits. Quand on a fait le casting, on a cherché parmi les Nigérians les pires, les plus redoutables, les grandes gueules, mais aussi des gens dont je sentais vraiment qu'ils avaient déjà exercé la violence. Et parce que j'avais pas envie de voir un acteur faire semblant avec la violence. J'avais envie de sentir des gens qui savent à quoi ressemble la violence dans la rue, en fait. Et j'étais très fasciné par ces Nigérians. J'étais très fasciné par leur charisme. J'étais très fasciné par leur manière de parler.
J'adorais cette manière de parler très particulière et tout ce vocabulaire. Il y a presque une langue de la route qui n'appartient que à la route, où ils ont fabriqué cette langue de la route. Ils ont même fabriqué, les Nigérians qui ont fait cette route et qui ont vécu sur cette route, ont fabriqué ce qu'ils appellent une constitution. C'est très, très organisé. Bon, non, pardon, j'allais partir trop loin. Donc, juste pour répondre, ma première intention pour faire le film, mais ça a un petit peu changé en cours, mais ma première intention était que j'étais fasciné par ces voyages à travers l'Afrique. Je me disais, waouh, dans notre monde contemporain, dans un monde très réel, de gens très simples, il y a des voyages qui, moi, me font penser à l'Odyssée, c'est-à-dire qui me font penser à quelque chose d'un autre temps. Il y a quelque chose de presque de fantastique. C'est-à-dire que si moi, je traverse le monde avec un avion, ou même si je prends un bus pour traverser le monde, c'est facile. Mais à partir du moment où ces gens n'ont pas de papier, et la manière qu'ils ont de voyager rend tout dans ce voyage, prend des proportions comme surréelles. C'est pas surnaturel, mais c'est surréel. C'est une sorte de force de réalité plus grande. Et ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est que pour moi, m'intéresser à ces voyages de migrants, c'était la manière de réunir deux choses que je veux dans mon cinéma. La première, c'est faire du cinéma du réel. Et la deuxième, c'est faire un cinéma épique. Donc, avoir la possibilité de faire un cinéma épique, mais qui pour autant ne raconte pas, je sais pas moi, les croisades ou des histoires de chevaliers, ou des histoires voilà, de des dragons histoires noirs. dans le passé, mais qu'on puisse faire un film épique aujourd'hui et le faire avec en pratiquant un cinéma du réel. Et ça, je trouvais ça fascinant. Moi, j'étais vraiment fasciné par ces récits. Et donc, mon travail sur ce film a commencé en lisant, en écoutant des récits de voyageurs. Je me dis, waouh, quand j'entends leurs récits, pour moi, c'est comme les récits des voyageurs européens du XVIe siècle. Et je me souviens, peut-être la phrase qui résumait le projet au début, c'était « Aujourd'hui, l'aventure, elle est du côté des gens du sud qui vont vers le nord ». Oui, il y a une question juste là. Voilà. Alors, je trouvais ça très intéressant, le travail avec les acteurs non professionnels. Mais je me demandais, est-ce que vous commencez par écrire un personnage et vous essayez de trouver quelqu'un qui le fit, ou bien vous laissez un truc assez général et vous réécrivez le personnage en trouvant la bonne personne? La clé du cinéma, c'est quoi? L'argent. Donc, pour avoir l'argent, il faut écrire un scénario. Donc, il faut écrire un scénario vraiment avec des personnages vraiment définis. Si votre personnage n'est pas bien défini, on va dire « Ah, c'est un peu désincarné, voilà. » Et vous n'allez pas avoir l'argent. Pas d'argent, pas de film. Donc, j'écris des vrais scénarios. Et après, c'est un mouvement, c'est un petit peu entre les deux choses que tu dis. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai écrit un personnage et je cherche au casting ce personnage. Mais après, je trouve quelqu'un et une fois que je l'ai trouvé, on va changer le scénario pour l'adapter à lui. Donc, c'est un mouvement dans les deux, en fait. Mais c'est sûr que travailler avec des acteurs non professionnels, ça veut dire se mettre à l'écoute d'eux. Et moi, j'ai l'impression que j'écoute plus que je dirige. Bonjour, merci beaucoup. Je rebondis sur le scénario. C'est peut-être un peu moins passionnant que tout le reste, mais en même temps essentiel. Et je pense qu'on est un peu tous là-dedans en ce moment, à cette étape-là. Je suis intéressée de vous entendre sur la co-scénarisation, parce que écrire seul, c'est très ardu. Je serais curieuse de savoir comment vous avez procédé avec Delphine Agut et vos rôles, votre binôme, comment le processus de création d'écriture. Merci. Alors, j'ai eu des co-scénaristes sur l'histoire du Suleiman et aussi sur mon film précédent, Camille. Dans les deux cas, les scénaristes m'ont rejoint alors que j'avais déjà commencé le travail tout seul et que c'était clair que c'est mon projet. C'est-à-dire que donc ça change les relations. C'est pas la même chose que si vous commencez le projet avec quelqu'un. Dans les deux cas, dans l'histoire de Suleiman, j'avais déjà écrit plusieurs versions de scénario tout seul. Et c'est vrai que j'aime bien
initier le projet, commencer à travailler déjà un peu, c'est-à-dire poser au moins un premier jet pour poser au moins le geste de cinéma. Après, j'adore travailler avec quelqu'un. J'ai adoré travailler avec Delphine. Je trouve ça très riche en fait de travailler avec quelqu'un. Le ping-pong c'est pas un ping-pong palestinien, hein, mais le ping-pong du travail avec la scénariste, je trouve ça très riche. Franchement, on avance, c'est pas 2 fois plus vite, on avance 10 fois plus vite et on règle mieux tous les problèmes de scénario comme ça. Mais il faut trouver, mais ça, chacun a son équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre développer son univers propre et avoir cette collaboration qui permet de faire marcher le scénario. Voilà. Donc maintenant, moi, de plus en plus, j'aime travailler avec des co-scénaristes. Et là, en ce moment, j'écris une série et donc là, c'est encore plus avec des co-scénaristes. Mais j'aime bien voilà, poser, et pas seulement poser des intentions, mais essayer d'avoir vraiment au moins un premier jet du scénario, m'être forcé à ça, même si c'est pas bien. Oui, il y a une question. Ah, là, merci. Hi, I'm a filmmaker Lydia from Kenya. I've really enjoyed, learned a lot from your process, especially because none of us, I think, at the end, my goodness, none of us at the end will have Mission Impossible money. We'll all be doing things with a budget. And I think learning how you were able to especially shoot on the streets and a busy street and still make it cinematic was very helpful. I had 2 questions. Both Hope and Suleiman are migrant stories. I wanted to know, like, for you personally, what attracts you to the subject? And then, of course, for African audiences and filmmakers, there is the debate about gays. And for you as a European filmmaker, how do you avoid you're making stories that are very difficult, of course, poverty and hardship, avoid the ethical question of almost having like a saviorism role rather than just being a creative, a director, and a collaborator? Okay. Yep. This is so. This year. Bon, comme je le disais tout à l'heure, cette question de la légitimité, je me la pose. J'ai conscience que c'est pas simple. Ça marche? You can hear the translation? Good. J'ai question que il y a rien d'évident à ce que ce soit possible pour un réalisateur blanc de faire des films sur des Noirs et surtout des Noirs dans des situations sociales compliquées. Parfois, on me pose la question, notamment les gens les plus jeunes dans les écoles de cinéma, ils me posent la question, ils disent quelle est votre légitimité pour faire ces films? Et maintenant, je réponds toujours pareil, je réponds légitimité 0. Mais je pense que ça ne rend pas le film impossible, mais plus votre légitimité est faible, plus il faut travailler. Et travailler pour moi, ça veut dire d'abord me documenter beaucoup pour pas raconter n'importe quoi. Et ensuite, privilégier le casting non professionnel parce que ça veut dire des gens qui vont arriver avec leur bagage de vie et qui vont pouvoir m'apprendre des choses. Et ensuite, sur le plateau, travailler avec eux d'une manière particulière où je suis très attentif à ce qu'ils sont. Par exemple, ça m'arrive souvent de proposer une scène et je sens que ça ne marche pas ou je sens qu'ils ne sont pas à l'aise ou je sens que... je me souviens quand je faisais Hope avec les Camerounais et les Nigérians, il y avait plein de débats et j'adorais ça en fait. Ils disaient mais non, on peut pas faire la scène comme ça. Dans mon équipe, j'avais beaucoup de techniciens marocains parce qu'on tournait au Maroc et les techniciens marocains avaient du mal à comprendre ça. Par exemple, j'avais un décorateur marocain et il pensait que comme il était le décorateur, le chef décorateur, c'est lui qui savait comment on construit un
un ghetto. Et moi, j'ai pris 3 figurants, je lui ai amené et j'ai dit, mais non, c'est eux qui savent à quoi ressemble le ghetto. Et donc, tu vas devoir apprendre d'eux comment on fait. C'est eux qui vont nous dire comment on fait, c'est pas à toi. Et donc, ça demande un peu une sorte d'inversion des rôles, hein, d'être à l'écoute. Voilà, j'essaye d'écouter le plus possible sur le plateau. Et parfois, les gens me disent que ma scène, c'est nul. Et on essaye de faire mieux. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Il y a quelqu'un qui levait la main tout à l'heure. Sorry, I'm very late actually, but I just want to ask quickly. My name is Diana. I'm a filmmaker from South Africa, and I really do the same type of work like that you do, where I go out and I do research first. And obviously, it is challenging because you see so many things and you want to put everything in the film. And it's like you said, like you see the objects. Okay, so it's not about the objects. So it's going to be about him needing papers. But for me, the film really lands because the reason is not just the fact that he wants papers, but the fact that he wants the papers because of his mother. And that's a very big difference. And I think the film really works because of that. But I think there's a danger also in trying to add like heart into a film, and it can quickly become melodrama. And then it becomes maybe then you start to misuse these very social realist themes. I'm asking, because I'm also trying to find a heart for my film that deals with also social realist themes, but do you really use something that is real and that will have a good, sort of to really give the audience an entry point to feel, because then the message lands much better. Does it make sense? Je pense que c'est une des raisons pour laquelle, dans l'histoire de Souleymane, j'avais envie que le film soit le plus brut possible. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas de musique. Pas de musique qui va souligner le drame, les sentiments. Quelque chose de très brut comme ça. Pas un éclairage très travaillé non plus. J'ai dit au chef opérateur, j'ai dit sur ce film, ton chef électro, ça va être le chef déco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras pas de lumière. Si tu veux de la lumière, il faut trouver un décor où il y a déjà de la lumière. Mais il n'y avait pas non plus chef déco. Donc le chef déco, c'est le repéreur. Mais en vrai, le repéreur, c'est toi. Et on va faire le repérage tous les deux. Mais c'est une manière de travailler où on cherche à pas rajouter des choses, mais à être le plus possible. Il y a un souci de vérité, en fait. C'est-à-dire que le Paris dans lequel on navigue avec Souleymane, c'est pas mon Paris à moi. J'ai essayé de trouver le Paris qui soit un Paris, vraiment le Paris tel que quelqu'un comme Souleymane le ressent. Ça demande une démarche presque, je sais pas, on pourrait dire un peu anthropologique. On rentre dans un groupe, dans une communauté, et on essaye de comprendre comment cette communauté marche. C'est un peu le travail que j'ai fait dans Hope, par exemple, de comprendre comment ces ghettos sont organisés, quelles sont les relations sociales, les relations de pouvoir, les relations d'argent. Mais ça demande aussi d'être très attentif à comment les gens se parlent. Donc, par exemple, c'est comme ça, je parlais tout à l'heure dans Hope, la manière dont les Nigérians, dans le ghetto, se parlent entre eux. Ou dans Souleymane, la manière dont les livreurs se parlent entre eux. Voilà, c'est beaucoup d'observations. Et ensuite, essayer au tournage, dans la fiction, de ne pas perdre tout ce qu'on a appris dans les phases antérieures. Parce que c'est ça le danger, souvent. Parfois, c'est pareil. Parfois, vous trouvez au casting sauvage des gens qui sont super. Et puis, le temps que vous les ameniez jusqu'au tournage, tout est ruiné. Parce qu'ils sont rentrés dans l'idée qu'ils avaient de qu'est-ce que c'est que jouer, et vous avez perdu la vérité brute que vous aviez avec eux. Et pareil avec toutes ces choses que vous avez apprises quand vous étiez en train d'écouter, et puis ensuite quand vous fabriquez votre film, la fabrication prend le pas. Donc je pense que la grosse difficulté, c'est d'arriver au moment de la fabrication à garder ce souci de la vérité et ce souci de l'écoute qu'on avait quand on était au début et qu'on était là pour faire la recherche.
Je pense qu'on peut dire merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris, pour cette masterclass. Merci à vous pour vos questions aussi. Et très très bonne journée à toutes et à tous.